Encore une fois, merci de nous rejoindre avec l'équipe au grand complet ici pour vous servir. Jacques Leno, bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour madame, bonjour à tous. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous. Bonjour Kapsa. Bonjour madame Yoro, bonjour à tous. Le coach, ça va? Ça va très bien, Dieu merci. Bien. On ouvre avec cette actualité, Daouda Mohamed Kamara. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Oui, effectivement, c'est la journée. Quand on parle de corruption en République de Guinée, l'étonnement, l'étonnement, c'est bien de savoir qu'il n'y a pas eu d'acte de corruption ces dernières années. Mais ce qui n'étonne nullement, c'est que tout le monde est unanime que... Il n'y en a pas eu ces dernières années? Non, je dis l'étonnement... l'étonnement serait qu'il n'y en ait pas. Qu'il n'y en ait pas, mais chez nous, on sait quand même que c'est devenu une culture, on peut le dire ainsi, parce qu'on a vu, par exemple, le Premier ministre incarcéré, l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana, à sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Il avait déclaré à l'époque que la Guinée perdait environ 6 milliards de francs guinéens du fait de la corruption. De pots de vin. Rien que de pots de vin. 600 milliards, je vais dire. 600 milliards, rien que en ce qui le cas concernant les pots de vin. Ça, quand on prend la corruption, elle est de multiples dimensions. Les pots de vin ne constituent qu'un aspect de la corruption dans sa globalité. Et il a été également ressorti par Transparency International, qui a présenté, il faut le rappeler, son rapport de 2021 en janvier 2022, qui a mentionné dans le cadre mondial, il y a aujourd'hui 88% de pays qui peinent encore à sortir ou à se sortir du joug de la corruption. Et quand on revient au cas particulier de la Guinée, c'est qu'il y a eu des travaux, notamment le Comité national de lutte contre la corruption, qui a relevé quelques milieux où la corruption se passe sans commentaire. Et principalement dans le secteur public. Dans le secteur public, il a été mentionné dans les prisons, il a été mentionné dans les hôpitaux, il a été mentionné également dans le cadre de l'exploitation minière. De la corruption dans les hôpitaux. Oui, bien sûr. C'est le CNLS qui le dit. Je vais dire CNL contre la corruption. CNLC, CNLC, Comité national de lutte contre la corruption. C'est l'agence. L'agence, je vais dire. L'ANLC, qui a relevé dans les hôpitaux, dans le secteur minier, dans les prisons, ce qui étonne d'ailleurs, dans les prisons en Guinée, on a relevé... Oui, en fait, dans les prisons, on peut comprendre. Mais dans les hôpitaux... Effectivement, ça vous étonne, mais... Ça interroge. Mais lorsque vous voyez la réalité en face, lorsque vous êtes confronté à ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux, vous n'avez pas à vous questionner, vous n'avez pas à vous étonner. À vous étonner qu'il y a bel et bien une marge vraiment considérable dans les hôpitaux dans ce qui concerne la corruption. Dans le secteur, toujours dans le secteur public, il y a les services de sécurité. Les services de sécurité qui sont également pointés du doigt dans le cadre de la corruption. Dans le cadre de la corruption. Et il se passe des choses. Il se passe effectivement des choses. Des dossiers au niveau des différentes unités, que des différentes la unités, police, la gendarmerie, beaucoup de dossiers qui se passent là, parce que quand on prend le cas des services de sécurité, vous avez aujourd'hui une gendarmerie non habilitée, par exemple, à détenir quelqu'un qui est accusé de détournement ou de tel. En tout cas, il y a une police judiciaire qui est habilitée à poursuivre et à mettre à la disposition, par exemple, de la justice. Mais lorsque vous retrouvez que les dossiers soient jugés dans les commissariats, dans les gendarmeries, je vous dis, on ne juge pas dans les... C'est des officiers de police judiciaire. Ils mènent des enquêtes. Après, c'est au procureur de... Quand je dis juger, lorsque vous arrivez, vous poursuivez quelqu'un pour abus de confiance, vous portez plainte devant une gendarmerie, devant un commissariat. La personne est recherchée, et la personne est mise aux arrêts. La personne est interpellée de l'autre côté et on vous confronte. Oui. Ne sommes-nous pas dans la procédure de jugement?
lorsqu'il y a des confrontations, et jusqu'à aller mettre en demeure le mise en cause au paiement du dû. Et cela se passe... Ça, c'est des règlements qui se font vraiment en dehors de toute procédure. Lorsqu'on dit que CAPS, vous n'avez pas raison, vous devez rembourser, on établit la procédure de remboursement au niveau de la gendarmerie, au niveau d'un commissariat. Vous allez dire que le jugement, il n'est pas fait là. Même si le jugement, c'est un jugement entre guillemets qui s'est fait, mais ça se fait également. Alors, pour le travail mené par Transparency International, la Guinée s'est retrouvée avec qui arrive au 150e place, à la 150e place, je vais dire, sur 180 pays, comme pour dire que nous avons encore une bonne marche, un long chemin à faire en allant dans la lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, il faut se féliciter, peut-être, je vais dire, avec cette campagne qui a été ouverte par les nouvelles autorités, même si on reste encore dans la chasse aux anciens dignitaires, mais il y a lieu de se questionner sur le phénomène lui-même. C'est vrai qu'il y a les poursuivants aujourd'hui, c'est-à-dire les nouvelles autorités, mais qu'en est-il de leur implication dans la corruption? Les autorités actuelles. Les autorités actuelles. Oui. Ça se pose comme question parce qu'on attend de savoir quand est-ce qu'on va finir avec les anciens dignitaires pour aujourd'hui s'intéresser aux passations de marché dans notre pays. Oui, ce qu'il faut saluer, c'est que ça va de pair. Par exemple, il y a des gens qui sont je veux dire, en poste, qui sont inquiétés de temps à autre quand il y a des soupçons. Ce qui ne se faisait pas avant. Ce qui ne se faisait pas, mais à grande échelle, on attend bien de savoir que la corruption, la lutte contre la corruption, parce que le colonel Mamadou Doumbouya a dit que le pays ne saurait se développer en étant dans la corruption. Donc la lutte, elle est un objectif pour le CNRD, mais bien de savoir, est-ce que l'indice a-t-il baissé ou pas baissé? Ou bien est-ce qu'il s'est maintenu? Est-ce que c'est maintenu? Augmenté? Parce que des choses se disent avec l'actuelle gouvernance. Effectivement que vous en savez, mais vous vous mettez à vous étonner. Donc voilà un peu les questions aujourd'hui qu'on peut... Que les choses se disent et qu'on parte creuser jusqu'à avoir des éléments, c'est cela le journalisme. Oui, effectivement. Il faut creuser pour avoir des éléments tangibles. On est effectivement dans la dynamique. Quand même, des choses se disent. Des choses se disent. Autant le procureur Ali Touré, par exemple, dit que les poursuites peuvent être engagées à partir de simples indices, autant le journaliste également, à partir de simples indices, quand vous voyez par exemple dans votre quartier un immeuble qui sort de nulle part par un voisin qui n'a intégré la sphère de gouvernance qu'il y a 2 mois ou 3 mois, 6 mois, vous avez à vous poser les questions. Et à chercher. Ce sont des indices. Ce sont les indices. Donc aujourd'hui, on doit même être à même de nous poser cette question de savoir est-ce qu'on a vraiment mené la lutte et de façon efficace contre la corruption dans notre pays. Bien, ou bien est-ce qu'on est en train de la mener de façon efficace? Jacques, la question c'est où est-ce qu'on en est? En Guinée, est-ce que vous pensez que les mécanismes qui sont en place permettent vraiment de lutter contre le phénomène? Je crois que ça c'est une question. Maintenant, puisque généralement les rapports qui sont dressés par que ce soit Transparency International ou d'autres organismes qui veillent sur cette question, ces rapports s'intéressent beaucoup plus à la perception. Est-ce que les gens pensent qu'il y a la corruption dans leur pays? Est-ce que d'autres pensent que nous sommes plutôt corrompus? Et donc il y a la perception, il y a la réalité. Et au niveau de la perception, généralement, je me dis comme ça, les gens ne viendront pas... Parce que c'est bien de parler de perception. Généralement, avec Transparency, on parle d'indice de perception. Oui, l'indice de perception de la corruption. Donc peut-être que les gens ils vont poser des questions à quelques citoyens pour dire est-ce que pour
pour dans tel service, vous pensez qu'il y a de la corruption, il y a des réponses qui vont être données et sur cette base, on va donner une note à la Guinée. Et je parlais donc de la réalité et qui peut être différente de cette perception, justement. Déjà, au niveau des mécanismes qui sont mis en place, on sait que sous Alpha Condé, il y a des instruments qui ont été mis en place. Et ça, c'était beaucoup d'instruments d'ailleurs. Beaucoup d'instruments. Il y a des inspections qui ont été mises en place au niveau du ministère de l'économie et des finances. Ça existait déjà pour voir comment le budget de l'État est exécuté, mais également le vérificateur général qui a été nommé avec des inspecteurs qui devraient en principe être présents partout. Il y a des contrôleurs financiers au niveau des différents services. Il y a également la mise en place de la Cour des comptes qui malheureusement n'avait pas pu travailler correctement ou a pu travailler mais n'a pas pu partager, n'est-ce pas, les résultats de ces travaux. Et je pense que même à ce niveau, on doit peut-être revoir un peu le texte. Je ne le maîtrise pas très bien, mais j'avais comme l'impression que la Cour des comptes avait été mise en place, pouvait faire son travail, mais ne pouvait rendre public son travail que lorsque le chef de l'État lui en donne l'autorisation. Si nous sommes dans une telle situation, eh bien, ce qui a demeuré sous Alpha Condé risque de continuer, il n'y aurait plus d'indépendance. C'est-à-dire, il n'y a pas d'indépendance. À supposer que le président est, par exemple, quelqu'un qu'il protège, un de ses protégés. Mais c'est justement ce qui s'est passé. C'est justement ce qui s'est passé parce que après le coup d'État, l'ancien président de la Cour des comptes a envoyé tous ces rapports qu'il avait déposés au niveau du chef de l'État et qui sont aujourd'hui utilisés par l'agent judiciaire de l'État pour engager des poursuites contre les anciens dignitaires. Justement. Ça veut dire que si le chef de l'État d'alors, donc le président Alpha Condé, avait voulu donner la liberté à la Cour des comptes... Ça veut dire que la Cour des comptes d'alors a servi de bréviaire au CNRD aujourd'hui, le travail est en train d'être fait. Évidemment. Je crois que l'agent judiciaire de l'État l'a reconnu au cours d'une de ses interventions. C'est sur la base des rapports à la fois de l'inspection générale d'État et de la Cour des comptes qu'on a engagé certaines poursuites, même si bien entendu il y a d'autres éléments qui ont pu être cherchés, je suppose, par des enquêteurs, mais c'est sur cette base il y a des soupçons dont on parle et qu'on a engagé des poursuites. Ça veut dire que si le président Alpha Condé avait voulu à l'époque lutter contre la corruption, il avait des éléments, des outils avec lui qui permettaient à sa gouvernance d'engager des dossiers. D'ailleurs, pour la LONAGUI dont on a parlé ici une fois, c'est depuis cette époque que le travail a été fait par d'abord des cadres de la présidence qu'il avait envoyé. Ensuite, des inspections ont été envoyées du côté de la LONAGUI. Il y a eu ce travail de rapprochement entre la déclaration faite par la direction générale de la LONAGUI et puis ce qu'on a pu constater du côté du Trésor. Il y a donc à ma foi du travail qui était fait, mais c'était bloqué. Ça veut dire qu'il y avait un manque de sincérité parce que le président a tout bout de champ, le président brandissait des menaces. Nous avons des audits, nous avons ceci, nous avons cela, mais en fait c'était dans des tiroirs. Moi je pense que si nous voulons vraiment donner la possibilité à ces instruments qui sont mis en place de se montrer utiles dans la lutte contre la corruption, c'est de leur donner une indépendance ou alors de créer un lien immédiat et un lien direct entre ces instruments et la justice. C'est-à-dire vous faites le travail, vous n'avez pas besoin de passer par le Premier ministre ou le chef de l'État avec votre rapport. Vous l'envoyez directement au niveau de la justice, à la justice d'apprécier la qualité de votre travail et sur cette base décider d'engager des poursuites judiciaires ou pas. Que ce ne soit pas à travers l'exécutif qu'on transite. C'est ce qui fait aussi que l'ANLC dont on parle n'est pas efficace, ne peut pas travailler. À un moment donné, je crois, c'était logé du côté du ministère du contrôle économique lorsque ça existait. Après, on lui a donné... pas même une indépendance, on l'a logé à la présidence finalement. Lorsque souvent on rattache les institutions à la présidence, le discours officiel c'est de dire c'est pour exprimer toute la volonté du chef de l'État de lutter contre la corruption. Alors qu'en réalité, c'est de mettre, n'est-ce pas, ces institutions sous les aisselles pour ne pas leur donner toute la possibilité, toute l'indépendance qu'il faut. Et la NLC, je ne sais pas
si aujourd'hui ça a changé, mais tous ceux qui sont venus à l'époque au siège comprenaient combien de fois il était difficile pour cette institution de faire convenablement son travail. J'ai écouté la dernière fois le nouveau directeur parler de la corruption au niveau des services de délivrance des documents d'état civil. Et je pense que la corruption dans notre pays, c'est là je parlais justement de la différence entre la perception et la réalité. Les gens peuvent nous donner 150, je pourrais dire que c'est mieux par rapport à l'année dernière. Parce qu'à un moment donné, on avait perdu que 4. En 2018, on avait perdu beaucoup de points. On avait perdu 140 sur 180. Activez votre micro. En 2018, c'était 140 sur 180. Là, on est à 150. Oui. Bon, on peut dire qu'on est en train de reculer. Oui. Mais à un moment donné, sur la base de la perception, on pouvait dire que les choses étaient en train de s'améliorer. Et je pense que les gens, ils observent beaucoup plus ces institutions qu'on met en place. Est-ce que l'exécutif qui est en place a la volonté de lutter? Oui, il y a la volonté parce que l'exécutif a quand même mis en place des institutions. Mais est-ce qu'on se demande maintenant, est-ce que les institutions travaillent convenablement? C'est ça la réalité. Les institutions travaillent, sauf que le résultat n'est pas publié. Le résultat n'est pas publié. Je crois que la corruption... Les institutions travaillent avec quels moyens? Mais même avec le peu de moyens, avec le peu de travail, le peu de moyens, il y a du travail qui est fait. Comment voulez-vous que l'agence puisse travailler sur un dossier en Zérékoré par exemple ou à Beila lorsque il n'a pas de moyen de transport, lorsque le directeur ou le coordinateur n'a même pas un véhicule de commandement? Le problème d'accès au service public, je crois, dans notre pays est assez fondamental. Aujourd'hui, je pense on ne peut pas se limiter au discours. Et peut-être on ne peut pas se limiter aux actions judiciaires. Il faut peut-être changer la méthode de gouvernance radicalement. Vous voyez un peu avec l'accès aux documents d'état civil. Oui. Aujourd'hui, il y a quand même un mécanisme qui est mis en place. Si il était très viable partout, ça lutte contre la corruption. Parce que vous payez votre argent à la banque, vous venez avec le reçu. Au niveau de l'état civil, même là-bas, il y en a qui vont tenter de vous dire donne quand même 10 000 pour accélérer votre dossier. Mais au moins, Jacques, vous n'avez plus... Même là-bas, c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Si vous n'avez pas d'entrée, il y a des gens qui vous font payer de l'argent. Évidemment. Ou bien ils font exprès pour faire traîner le dossier. Évidemment, moi j'ai fait ma carte d'identité par exemple, je n'ai pas connu ce calvaire. J'ai payé, tu n'as même pas besoin de chercher où tu peux aller partout, tu trouves une agence de la banque qui a été désignée Orabank, vous payez votre argent. Moi j'ai payé du côté de Amdalaï là-bas et puis je suis venu dans ma commune. En une semaine, j'ai obtenu mon extrait de naissance biométrique. J'ai fait la même chose. Et puis du côté de la police, vous partez justement avec cet extrait et puis les choses sont accélérées. En principe, si ce modèle de gouvernance-là est changé partout, comme on est en train de le faire avec l'hôpital, donc quand vous étiez étonné quand Daouda parlait de la corruption au sein des hôpitaux, mais je crois que c'est le milieu le plus favorable à la corruption. Parce que vous avez votre maladie que vous traînez, vous voulez tout de suite accéder aux soins de santé. Tout ce qu'on vous propose là, vous allez payer pour avoir la santé. Mais si ce modèle qui est mis en place aujourd'hui à l'hôpital Donka était implémenté partout, dans tous les hôpitaux, c'est la volonté du ministre. En tout cas, s'il y arrive, ça va réduire. Je ne dis pas que ça va mettre un terme à la corruption dans le milieu hospitalier, mais ça va diminuer un peu parce que vous n'avez pas affaire au médecin. Le médecin, il doit vous soigner parce que vous avez avec vous une carte ou un document qui prouve que vous avez payé ou alors que vous allez payer. En tout cas, lui, son travail, c'est de vous soigner. Si on règle des choses comme ça au niveau des services, je crois si les agents publics n'ont plus de moyens de demander de l'argent, on va diminuer, on va lutter progressivement contre la corruption. Et améliorer leurs conditions de vie et leur salaire. Bien évidemment, c'est aussi une question. La même Mafoudia qui nous a rejoint. Bonjour ma grande. Bonjour Moussaïro. Bienvenue. Allez-y Kapsa sur la question. Ben voilà, aujourd'hui, la chose importante à savoir là-dessus, sur la question de la corruption, c'est qu'il faut d'abord se dire que qui parle de corruption en Guinée parle du développement de la Guinée. C'est lié, c'est étroitement lié parce qu'aujourd'hui, quand on voit les ressources dont dispose la Guinée, la gestion de ces ressources et les conditions de vie des populations, on se rend compte
compte directement qu'il y a une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance qui se caractérise par la corruption. Et c'est pourquoi souvent vous verrez que les gens sont plus tentés par ces indices de perception en disant qu'il y a la corruption en Guinée. Quand on voit tout ce dont on nous chante comme ressources dont la Guinée dispose et qu'on voit les calvaires, les difficultés que les populations sont en train de vivre, ça va de soi que les gens apprécient tout simplement qu'il y a corruption en Guinée. Maintenant, la question à se poser, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui il y a eu évolution ? Où est-ce qu'on en est par rapport aux chiffres? On sait que avec l'arrivée du CNRD, si au temps du régime Alpha, comme le disait Jacques, au temps du régime Alpha, on avait beaucoup d'instruments, mais on n'avait que des instruments de contrôle. On n'avait pas d'instruments de sanctions, d'instruments exactement, ça n'existait pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi on se disait que est-ce que l'ancien chef d'État, est-ce que l'ancien chef d'État aujourd'hui, à l'image de la justice, la justice était là, mais il y avait un certain nombre de choses par rapport au régime précédent où par exemple le chef d'État, certains commis de l'État ne pouvaient pas répondre devant la justice pour un certain nombre de faits parce qu'ils étaient encore aux affaires. Et je pense que ces verrous ont sauté à l'arrivée du CNRD. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand le CNRD est arrivé avec la mise en place de la CRIEF, beaucoup ont apprécié. Mais moi, la vraie question que j'ai envie de poser, ça fait à peu près, on est pratiquement, on tend vers une année de la mise en place de cette CRIEF-là. Où est-ce qu'on en est en termes de résultats concrets? On a des gens qui sont cités à chaque fois. Et aujourd'hui, on est en train de comparaître. On est en train d'assister à quoi? On prend des gens, on les met à la maison centrale sous mandat de dépôt. Ils restent, c'est comme si on veut les faire taire au regard d'un certain nombre d'influences qu'ils ont ou de. Vous pensez que ça ne progresse pas? Oui, non, la question que j'ai envie de poser, est-ce que ça progresse? Là est la vraie raison, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui se retrouvent à la maison centrale et après c'est pour dire on interjette, on est à la chambre d'instruction, après de la CRIEF, on vient à la chambre de contrôle de la CRIEF, ça ne marche pas, on se pourvoit en cassation à la Cour suprême et la décision finale c'est quoi? On obtient une mise en liberté provisoire, mais avec condition, il faut payer un certain nombre de montants comme caution et finalement les gens sortent. La vraie question à se poser. On n'y arrive pas. Oui, parce que le procureur, il a tendance à nouveau à interjeter appel. Mais moi, ce que j'ai envie de dire par là, c'est pour dire où est-ce qu'on est en train d'aller par rapport à ça concrètement. En fait, moi, je ne suis pas en train de voir. Je vois, oui, on a envie, mais pendant un an, est-ce que ceux qui ont été arrêtés, qui sont à la CRIEF, est-ce qu'ils ont déjà comparu? Est-ce qu'ils ont été jugés? Non. Où est-ce qu'on en viendra par rapport à tous ces faits-là? Donc justement, c'est la question à se poser. Du côté de la CRIEF. Oui. Peut-être pas des il y a des cas qui ont été jugés. Il y a des cas qui ont été jugés. Mais peut-être les plus emblématiques. Voilà justement, mais voilà justement, c'est là et la question se pose. Moi, c'est un premier point que j'ai envie de relever. Le second point, c'est qu'avec la CRIEF, on sait que qui parle de corruption en Guinée, il ne faut pas oublier la vente des produits pharmaceutiques. Ça, c'est un vrai nid également qui est là. On a vu la CRIEF s'intéresser à ça. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Et moi, j'entendais dans des journées comme aujourd'hui de lutte contre la corruption, avoir les autorités publiques prendre la parole pour nous exposer avant la prise du pouvoir du CNRD, où est-ce qu'on était, quels étaient les chiffres, et pendant que maintenant, après un an, surtout avec la mise en place de cet instrument qu'on appelle la CRIEF, où est-ce qu'on en est en termes de résultats? Mais l'autre question à se poser, c'est par rapport aux autorités actuelles. Vous voulez lutter contre la corruption, vous voulez donner un signal fort de lutte contre la corruption. La première des choses, il faut que vous-même vous incarniez ça d'abord. Vous êtes venu aux affaires. En venant aux affaires, qu'est-ce que vous disposiez? Où est-ce que vous étiez? Quel était votre bien? Quand vous partez, comment on sera? Qu'est-ce que vous aviez quand vous venez au pouvoir? Exactement. Et votre gestion a été saine. Donc la déclaration des biens aujourd'hui encore, c'est un gros flou auquel on fait face. Et justement, c'est ce qui fait que des fois, la population elle-même, elle se pose des questions par rapport à un certain nombre de choses qui sont en train d'être effectuées aujourd'hui. On entend que la volonté s'exprime de par tout ce qu'on sait qu'on a vu au ministère des Infrastructures. Parce que avec tout le bruit qu'il y a eu autour sur la déclaration des biens, le CNRD est resté sourd en la matière. C'est quand même compliqué. Maintenant, justement, c'est là où les vraies questions doivent se poser. Pourquoi cela? Est-ce qu'il y a une vraie volonté derrière, justement, de lutter contre la corruption? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un certain nombre de faits qu'il ne faut pas négliger. Il faut tenir compte de ça. Mais il y a au moins une seule chose que j'apprécie, et c'est le moment de le citer, et je vais terminer là-dessus. C'est pour dire, par exemple, que aujourd'hui, au fur et à mesure, rien que le fait de l'existence de la CRIEF, on sait quand même qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'abstiennent de faire un certain nombre de choses. Surtout ceux qui savent qu'ils n'ont pas des parrains ou ils n'ont pas des personnes très influentes au sein du CNRD se méfient beaucoup. Vous avez entendu des cadres aujourd'hui dire que attention, avec ce qui se passe, moi je n'ai pas de parrain, moi j'ai personne qui peut m'aider, donc je ne peux pas. On a eu des départements qui ont refusé de décaisser les fonds parce qu'ils ont peur exactement. Justement, il y a tous ces faits-là. Donc moi je me dis qu'au moins c'est un instrument qui peut dissuader
dissuader les gens par rapport à ces faits-là. Mais encore une fois, aujourd'hui, il est important que le CNRD nous dise qu'est-ce qu'ils disposent quand ils prenaient le pouvoir, quel était leur bien, pour qu'on puisse savoir en fin de compte, en partant, justement, ceux avec quoi ils partent, parce qu'eux aussi ne sont pas à l'image des autres, ils ne sont pas supérieurs à la loi, et ceux qui sont en train de faire subir aux gens aujourd'hui, qui sachent que la même chose, ils seront confrontés à ces mêmes situations-là. Guiba, on parle de corruption, c'est à tous les niveaux, y compris dans les médias. Les médias, d'ailleurs, subissent beaucoup de pression, et on n'est pas à l'abri, justement. Justement, vous savez, il y a certaines rédactions à travers le monde. Ils font une liste de cadeaux à prendre, ils mettent à la rédaction. Et tout ça, c'est pour interpeller les journalistes de la station, pour leur dire voilà ce que vous devez prendre et dans quelles conditions et ce que vous ne devez pas toucher. Parce que si on vous tend de l'argent pour étouffer une information, là, les grandes gueules. Nous avons une profession sacerdotale. Il y a ce qu'on appelle l'éthique, notre comportement professionnel que nous devons avoir vis-à-vis des autres. Nous sommes des gardiens de la démocratie. Et si nous voulons lutter, parce que la lutte contre la corruption, les médias aussi ont un rôle à jouer. Un grand rôle d'ailleurs. Un grand rôle à jouer dans le cadre de la dénonciation. Parce que nous sommes des lanceurs d'alerte. Et souvent, quand nous dénoncions à travers les investigations, cela permet, soit au ministre de la Justice, ou cela permet au procureur général de s'accaparer de cette information. Il y a eu tellement de cas ici, par exemple, je me rappelle de l'affaire des 200 milliards, l'histoire de Nambaya Gate. Le lièvre a été levé par les médias. Les médias, d'abord Guinée News et ensuite Espace a donné écho à cette information. Donc automatiquement, le procureur paie du tribunal de Kaloum. Voilà, c'est adjugé du dossier. Et donc je pense que c'est toute une chaîne. Il y a les corps de contrôle de l'État. Puisque au niveau des corps de contrôle de l'État, effectivement, il y a le contrôle administratif et le contrôle judiciaire. Le contrôle administratif est effectué parce qu'il y a une loi qui est différente de la LORF, qui est la loi sur le budget. Il y a ce qu'on appelle le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique, qui définit un peu comment les dépenses sont engagées au sein de l'État. Et lorsqu'on engage les dépenses, l'ordonnancement, qui doit ordonner les dépenses, et avant que les dépenses ne soient ordonnées, qui doit donner son visa pour certifier que oui, cette dépense doit être faite. Donc les rôles ont été répartis. Donc aujourd'hui, si on parle de corruption, c'est parce que ces structures à un moment donné étaient aussi un peu déliquescentes. Donc il faut aussi créer une coordination entre les structures qui luttent contre la corruption. Il y a cette agence qui a été créée et qui manque de moyens parce qu'on avait dit depuis le départ que c'était une coquille vide. Parce que souvenez-vous, sous Cheikh Sakou en 2010, la loi sur la corruption avait été adoptée à l'Assemblée nationale, mais ce n'était pas suffisant puisqu'il y avait des limites au niveau de l'institution. Donc on a dit, au lieu qu'on ne soit que dans la dénonciation, il faut que la justice aussi s'invite dans le process. Dans l'action. Dans l'action. Et la haute cour de justice, malheureusement, qui a été prévue dans la Constitution, n'a jamais vu le jour. Donc jusque-là, on était dans le cadre de la quête de l'information liée à la corruption, mais il n'y avait pas de sanctions. Donc la machine était grippée, et donc ça fait qu'on a constaté que les autorités à l'époque n'avaient pas cette volonté politique. Alpha Condé, il était plus dans le discours, alors que l'action le pouvoir devait résider dans l'action. Il a créé l'agence, mais la haute cour de justice n'a pas été mise en place parce que la haute cour de justice, au-delà de la sanction, c'est un effet dissuasif. Heureusement, aujourd'hui, la CRIEF a été mise en place. On l'a vu, et paix à son âme, c'est Falcon, hein? Falcon qui a fait les pieds, qui a fait les pieds et les mains pour avoir les moyens, mais impossible. Voilà, c'est d'ailleurs lui qui a donné vie qui a donné naissance. Voilà. Parce qu'il a été l'artisan principal ou l'un des artisans. Voilà, donc l'agence a été embrigadée et on ne peut pas toucher à tout le monde. Ceux-ci sont proches du président, c'est le parrain, et donc l'institution avait du mal à fonctionner sans compter le manque de financement. Maintenant, au niveau de l'État, puisque je parlais du contrôle administratif et judiciaire, au niveau du contrôle administratif, il y a l'inspection d'État et l'inspection des finances, qui sont quand même des agents qui sont répartis au niveau des ministères pour aller enquêter sur le décaissement, sur le financement, sur les dépenses courantes, les dépenses de fonctionnement, sur les fonds de roulement, comment tout cela est utilisé. Ils viennent, ils vous écoutent, ils vous demandent vos documents financiers et ils font un rapport, ils remontent. Et l'inspection d'État également fait la même chose. Et au-delà de ceci, il y a ce qu'on appelle la Cour des comptes. La Cour des comptes maintenant fait le contrôle judiciaire, parce que les autres font du contrôle administratif. Mais sauf que le problème à l'interne, c'est où? Lorsqu'on dit on questionne la responsabilité des ministres, certes c'est lui l'ordonnateur,
mais pas que lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire avec le CNRD? Certes, il y a des ministres qu'il faut mettre hors d'état de nuire parce qu'on les reproche d'avoir peut-être touché de l'argent, mais il y a les contrôleurs financiers au sein de chaque département. Qu'est-ce qu'on fait de ceci? Il y a le comptable public au sein de chaque département. Qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Les DAF. Les DAF. Parce que si vous regardez un peu cette loi sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique, l'ordonnateur, il peut dire par exemple, on va acheter tel lot. Mais avant de le faire, il fait la dépense, il l'envoie au contrôleur financier qui regarde est-ce que cette ligne-là est conforme au budget qui a été adopté au niveau du ministère du budget, parce que c'est là-bas on engage les dépenses. L'engager les dépenses, c'est de prévoir un crédit pour chaque budget. Donc il regarde la conformité, est-ce que c'était prévu? Et les budgets par rapport aux besoins du département. Voilà, du département. Donc il regarde cela, on dit que toute dépense qui n'est pas assujettie au visa du contrôleur financier est nulle et de nul effet. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les dépenses qui ont été effectuées par les ordonnateurs, il faut qu'on questionne aujourd'hui la responsabilité de ces contrôleurs financiers. Et au-delà de lui, en bas, parce que c'est une responsabilité en cascade, il y a le comptable public qui aussi pratiquement fait le même rôle. C'est ce qui a été dénoncé pour dire vous avez arrêté des ministres, mais qu'est-ce que vous faites de ceux-là qui étaient là pour donner leur visa pour qu'on effectue des dépenses? Parce que s'ils ne donnent pas son visa, c'est comme si vous faites un détournement. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de la lutte, certes, il faut renforcer la capacité de ces institutions. Sauf qu'il y a cette influence-là le plus souvent. Les ministres qui influencent toutes les autres personnes qui travaillent dans leur département. Oui, sauf que vous avez une indépendance. Sauf que nul n'est censé, comment on dit, nul n'est censé obéir à un manifestement illégal. C'est ça. Imaginez-vous que c'est le ministère de l'économie et des finances, si ma mémoire est bonne, qui envoie les contrôleurs financiers. Donc vous n'avez pas d'emprise, vous ne pouvez pas les embrigader sur eux. Ils sont indépendants. Normalement, ils doivent faire leur rôle, leur travail. Mais sauf que malheureusement, même s'ils le font, ou d'autres aujourd'hui sont en collision avec certains ministres, donc je pense qu'aujourd'hui le CNRD peut le faire. Ils peuvent le faire. Maintenant, sur la question de la PF. À l'époque, je me rappelle du côté de Kindia, où le directeur de l'hôpital a refusé un contrôleur financier. Et puis c'est resté comme ça. Il a refusé de l'accepter au sein de l'hôpital. Justement pour qu'il continue à travailler. Je crois que même actuellement, j'ai vu ça quelque part. Oui, on parlait de Ansouten, qui est... qui refuse aussi d'accepter. Oui, finalement. Souvent, c'est des choses qui existent. Voilà. Mauvaise collaboration entre un contrôleur et puis un ordonnateur. Finalement, mais normalement, il doit y avoir une réaction. Et quand ils s'entendent, c'est encore plus dangereux. Quand ils s'entendent, c'est très grave. Et c'est vrai qu'on parlait de Ansouten. Oui. Ceux qui sont nommés, parce qu'on a installé d'abord provisoirement les gens en attendant qu'on sache où envoyer les gens par entité. Donc il y a une personne qui a été détachée de ce côté, mais il y a une incompréhension parce qu'il y a l'ordre de mission que les IGF devaient avoir et partir installer la personne. Mais ils ne se sont pas compris après avec la direction. Antoine et moi, on était allés sur le terrain pour récupérer l'information. Au niveau d'Ansouten, ce n'était pas parce qu'ils avaient peur d'installer le contrôleur financier, c'est parce qu'il y avait un problème sur non seulement l'appellation de l'institution, mais aussi dans l'ordre de mission. Donc ça devait être corrigé rapidement pour que le contrôleur financier soit installé. Je vais tout simplement dire que le CNRD quand même a quelque chose qu'il peut aujourd'hui présenter. C'est la CRIEF. La CRIEF a été créée d'abord, il y a eu la première ordonnance qui était un peu limitative. Et donc on a réajusté avec une autre ordonnance pour cette fois-ci que les ministres et autres puissent comparaître. Voilà, donc c'est la CRIEF maintenant naît sur les cendres de la Haute Cour de justice qui finalement aujourd'hui est out. Donc c'est cette institution qui est en train de jouer son rôle. Il n'y a jamais eu de... Oui, c'était prévu. Justement. Il n'y a pas de cendre. Pas de cendre. Oui, c'était prévu dans la Constitution. C'était prévu dans la Constitution. Mais sauf qu'ils ont jamais eu de volonté. Justement toutes ces prérogatives maintenant pour donner à la CRIEF. Reviennent à la CRIEF. Et donc la CRIEF aussi, aujourd'hui, la demande pour finir, c'est de dire, accepter que dans chaque tribunal de première instance, puisque la cartographie judiciaire a changé, dans chaque préfecture maintenant, il y a ces tribunaux de première instance, qu'ils aient un représentant là-bas. Parce que n'oubliez pas qu'ils n'ont pas de représentants au niveau de la CRIEF, qui auront la compétence que sur ces dossiers comme ça pour mieux diligenter et que les choses soient diligentées rapidement. Bien, allez-y Mafoudia sur la question. Alors, la CRIEF, ça aura été l'une des décisions majeures de cette transition. Les grandes gueules. Chose que beaucoup de Guinéens ont apprécié. D'ailleurs, le discours de Doumbouya, quand il prenait le pouvoir, était justement assujetti à cette question de corruption qui justement
reflétait la situation qu'on connaît. Surtout cette question de justice. Justice, oui, mais la corruption, c'était déjà... la situation du pays était telle que on était dans des problèmes permanents, et quand on est permanemment dans les problèmes, on se retrouve avec des problèmes de justice. On s'éloigne du travail, on s'éloigne du développement, on se retrouve dans des problèmes qui nous amènent à des crises incessantes. Donc on parle de mort et ceci, on parle de justice. Donc Doumbouya a tenu ce discours, après il y a eu la CRIEF, mais vous savez, au-delà de la création des structures, parce qu'on ne va pas dire, on ne va pas faire comme si la CRIEF, c'est, si on veut, ce à quoi la Guinée devait s'attendre depuis le départ. On avait des agences. On se pose aujourd'hui des questions sur le fonctionnement de ces agences. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Jacques a dit. Je veux juste ajouter qu'au-delà de la mise en place des agences, ce qu'il faut des fois, c'est, si on veut, de la rigueur. La rigueur qui vient d'en haut. De la volonté surtout, Mafoudia. Non, la volonté, mais parce que selon les explications qu'on a faites ici, il y a eu un manque de volonté, justement. Non. En fait, je veux parler de la transition d'abord, parce que si on veut rester avec le régime d'Alpha Condé, il y avait par moments des discours. Des décisions ont été prises, parce que ça, on perd souvent cela de vue. Il y a eu beaucoup de découvertes qui ont été faites. Ça a été des audits commandés par Alpha Condé lui-même. Lui-même, quand il a compris que ça n'était de trop, il a eu à faire des initiatives. Mais le problème, c'est où est-ce qu'étaient alors les résultats de ces audits. Maintenant, dedans, il n'y a pas que forcément un manque de volonté. Pour beaucoup, ça se disait, c'était parce qu'au finish, lorsqu'on fait le travail, on se rend compte que ceux qui sont sur la liste, ce sont nos proches. Bah, ça servait à quoi? C'est un manque de volonté. Non, attendez, ça devient ça va jusqu'à la complicité. Ça devient un peu plus compliqué. Parce que lorsque vous tenez des discours, parce que n'oubliez pas, on est compliqué, Mafoudia. Non, quand je dis compliqué, c'est-à-dire dans la démarche de celui qui dit vouloir lutter contre la corruption, ça devient compliqué pour vous lorsque vous voulez dire à tout le monde que vous avez un travail, que vous voulez bien faire les choses, et qu'il s'avère que ce sont ceux qui sont autour de vous, ceux qui sont censés faire ce travail avec vous, et qui sait, peut-être vous-même, parce qu'on lui reprochait ces démarches à plusieurs niveaux. Par exemple, par rapport au fonctionnement de certaines régies, il n'y avait pas de clarté, il y a certains qui se sentaient forts, d'autres non. C'était devenu un peu plus compliqué pour lui-même. Donc même s'il avait la volonté, il ne pouvait rien. Parce que vous savez pourquoi je dis ça? Comme on le dit souvent de façon très banale, tout commence au début. Non, tout commence au début. Et c'est ma crainte aujourd'hui quand je veux parler de la transition. D'abord, on crie dès le départ au CNRD et au colonel Doumbouya, déclarez vos biens. Ils n'ont entendu personne. On est à plus d'une année de gestion de la transition. On ne sait pas qui est venu avec quoi. Demain, vous allez dire quoi aux Guinéens? Aujourd'hui, il y a beaucoup de soupçons autour des grands noms du CNRD. Et ce sont des accusations ou pas, mais pour beaucoup de Guinéens aujourd'hui, ils se sont enrichis en une année. Comment est-ce que vous allez prouver demain aux Guinéens que ce que vous avez construit aujourd'hui, immobilier ici et ailleurs, comment vous allez prouver demain aux Guinéens que ce que vous avez acquis, vous ne les avez pas acquis pendant votre gestion? Mais c'est les mêmes questions qu'on a aujourd'hui autour des Kassory, de tous ceux qui sont au pouvoir. Et le CNRD n'a pas su éviter ce piège. Ils sont dedans. Maintenant, on attend demain pour être soutien. Maintenant, vous savez, il y a la présidente tanzanienne qui a annulé des festivités de son pays, les festivités de célébration de l'indépendance. Ça tourne autour d'un demi-million de dollars. Elle a dit, on ne va pas mettre cela dans les fêtes. Il y a des enfants dans ce pays qui ont besoin de dortoirs. L'argent là ira là-bas. Et elle n'est pas la première. Il y a l'ancien président. La Tanzanie quand même fait partie des pays aujourd'hui qui s'illustrent bien justement dans la lutte contre la corruption, qui pose des actions. Pourquoi je le dis? Depuis que Doumbouya est arrivé, on le voit agir sur pas mal de terrain. La question qu'on se pose, où est-ce qu'il prend cet argent? On va lui dire c'est la souveraineté, c'est son argent, voilà, c'est son budget de souveraineté, il a ceci, il a cela. Mais je veux dire cela parce que il est important qu'il y ait de la transparence à son niveau même. Parce qu'il est le reflet. Il va pouvoir drainer tout le monde à faire les choses bien. Mais quelle que soit sa volonté, s'il y a des démarches qui ne sont pas de nature à rassurer et que les gens n'ont pas de réponse, ça pousse justement à tirer des conclusions. Et il n'a pas su éviter tout cela. Depuis que le CNRD est là, c'est vrai, on a quelques directeurs, on a beaucoup d'anciens dignitaires, mais malgré tout ce qui se dit, qu'est-ce qu'on sait de comment
l'argent du contribuable est géré aujourd'hui. Il y a eu cette initiative de faire passer les ministres à la télé pour expliquer. Mais c'était des émissions de communication où on vient, on leur pose des questions aussi facilement que possible. On n'a même pas besoin que ça se fasse devant le public. Djiba est revenu par exemple sur le mécanisme de fonctionnement. Si justement toutes ces structures à l'interne des départements fonctionnent, ça va de soi que l'argent sera bien utilisé. Et en Guinée, quand on parle de la lutte contre la corruption, on voit souvent les têtes qui sont devant. On a tendance à oublier ceux qui sont tapis dans l'ombre. Ceux qui sont des fois même plus forts que le ministre. Ceux qui parfois même poussent les ministres à la corruption. Parce qu'ils sont là, ils comprennent tout, ils savent comment ça se passe. Parce que si vous ne jouez même pas parfois le jeu, vous êtes soit enlevé, soit, je sais pas, vous êtes dans votre département, mais vous ne représentez absolument rien. Des réalités comme ça, c'est encore dans notre pays. Ce sont des choses, vous voyez, qui sont peut-être un petit peu loin de la prière, parce que là, on parle de gestion. Si on ne le réussit pas, ça va être difficile de réussir la corruption. Vous aurez quelques têtes, peut-être détenues, ou quelques têtes inquiétées, mais justement, ce vol va continuer et justement on aura le résultat. Au fait. Il est entretenu justement. Et pour cela, il faut un sacrifice. Je termine par ça. Encore sur Doumbouya. Quand on veut mener une lutte du genre, ce qu'on commence à faire, on commence par se sacrifier soi-même. À donner l'exemple. Même quand vous avez des envies, vous devez taire vos envies. Parce que d'abord, vos plus proches devront prendre l'exemple sur vous. S'inspirer de vous. Et tout le peuple s'inspirera de vous. Quelle que soit votre volonté, il faut ce travail de transparence au niveau même de la présidence. Lorsque vous demandez à ceux qui sont en bas de vous de ne pas aller dans la corruption, ce sont eux qui t'accompagnent la nuit pour aller visiter ton chantier qui est accéléré et par-ci par-là. Comment voulez-vous qu'ils croient en ce que vous dites? Ils se cachent pour faire eux-mêmes. Voilà. Mais il y a cette information aussi sur même l'obtention des postes en République de Guinée sur le CNRD. Nous apprenons que de l'argent a circulé par endroit pour obtenir des postes. Voilà, justement, Moi, je voudrais placer un mot rapidement, si tu permets. C'est par rapport à la déclaration des biens. Je pense que cette question, d'abord, ce n'est pas une excuse pour ceux qui sont en fonction, mais moi, j'interpelle la société civile là-dessus, parce que nous avons été tous complaisants dès le départ. À l'époque, personne n'acceptait de dire quelque chose de plus sérieux au gouvernement, en tout cas aux pushistes quand ils étaient arrivés. Pourtant, la loi de lutte contre la corruption dont Djiba parlait tout à l'heure, cette loi-là a été très vite réactivée avec d'autres lois, parce qu'à part la Constitution, toutes les lois ont été, je crois, réhabilitées pour leur permettre, n'est-ce pas, de fonctionner, de travailler. Donc, y compris la loi de lutte contre la corruption. Et cette loi, elle est claire. Lorsque vous êtes nommé à une fonction publique, à un poste de responsabilité, vous devez obligatoirement déclarer vos biens. Donc, déclaration à l'entrée et puis déclaration à la sortie. C'est une obligation. À l'époque, je crois que la société civile a été beaucoup plus partisane. Et donc, on a acclamé. À l'époque, moi, je n'avais entendu que, comment on appelle ça, Badiko. Badiko, c'est le seul politique à l'époque qui a osé dire c'est bien ce que vous êtes en train de dire, mais pour ne pas vous laisser prendre au piège, déclarer vos biens. Si à l'époque il y avait eu tout ce qu'on entend aujourd'hui là, déclarer vos biens, même, Jacques, je crois ça a été longuement dénoncé. Longuement dénoncé, Jacques. Bien après. Le gouvernement était déjà installé, il avait commencé à travailler. C'est quand le divorce est intervenu. Quand le divorce est intervenu entre le FNDC et le CNRD. Pas que le FNDC. On en a parlé au départ. Moi, je me rappelle, dans les débats, ça a été évoqué. Moi, je sais que moi, j'en ai parlé. Moi, j'en ai parlé. Je crois que quelques-uns en ont parlé. Mais est-ce qu'on a besoin de leur dire de le faire? J'ai commencé par dire, madame, que ce n'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Et il n'est pas tard pour les OSC de mener des enquêtes. Aujourd'hui, c'est trop tard. Non. Vous ne pouvez plus dire à un ministre qui a fait comme un an au pouvoir déclarer vos biens. C'est possible. Les enquêtes peuvent permettre de savoir. Les enquêtes peuvent savoir ce que la personne a dit. Ça, c'est autre chose. On n'est plus dans la même chose là. Si vous demandez des enquêtes, on n'est plus dans la même chose. Et c'est pour cela il faut. C'est au début.
il fallait insister. C'est pour cela il faut que les corps de contrôle de l'État qui ont été mis en place pour ça fassent leur travail. Il faut que la Cour des comptes s'y mette et les inspections d'État. C'est pour cela qu'ils ont été mis en place. Maintenant, vous vous souvenez, ils ont utilisé un argument pour dire qu'il n'y avait pas de base légale, qu'il y avait un vide. Non, mais la loi là existe. Alors que la loi déjà existait, qui a été réhabilitée. Ça a été une erreur. Justement, ils se sont agrippés à ça pour dire laissé faire. Il n'y a pas de cadre juridique pour nous amener à le faire. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Sauf que... Tu en as parlé? Non. On t'a écouté? Le problème, madame... Toi, tu en as parlé. Je pense aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit autour de ça. S'il y avait du bruit autour de ça, au début... Non, Jacques, Madame Yero, il ne faut pas des excuses par rapport à ça. On n'a pas besoin de faire de bruit. Exactement. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire pour finir rapidement sur ce sujet, en 30 secondes, c'est pour dire que la lutte contre la corruption ne s'arrête pas uniquement qu'à la mise en place des instruments comme la CRIEF. Il faut changer la méthode de gouvernance, il faut digitaliser un certain nombre de systèmes, il faut sensibiliser les fonctionnaires pour qu'ils comprennent qu'on ne va pas à la fonction publique pour s'enrichir, les citoyens de façon générale, on ne va pas là-bas pour aller s'enrichir, mais plutôt c'est un don de soi. Et également, il faut mettre des mécanismes en place pour que les gens soient dans des conditions minimales, en tout cas, pouvant les permettre de ne pas se prêter à la corruption. La société civile, ce que Jacques dit est là où je le rejoins. Il faudrait que la société civile guinéenne, on l'entende beaucoup plus sur ces questions. Parce que la réalité est qu'on entend la société civile guinéenne quand il s'agit de politique. Maintenant, pour des problèmes comme ça, fondamentaux, c'est rare de les entendre. On a beaucoup de problèmes en matière d'éducation, de santé et autres, mais on a comme une société civile qui se contente d'organiser quelques ateliers, ça et là, financés par les institutions, mais quand il s'agit de taper du poing sur la table, ne serait-ce qu'à l'Assemblée. C'est avec Makale, j'ai vu à un moment donné quand même qu'il allait à l'Assemblée sur des questions de femmes, de viol et autres, mais on doit pouvoir sentir la présence de cette société civile sur toutes les questions, surtout sur de tels problèmes, mais malheureusement, ils sont prompts à appeler à la manifestation. Quand c'est politique ou quand c'est autre, je pense qu'il faut faire beaucoup plus et tous les jours. Bien, tous les jours, Mafoudia Bangoura, lutte contre la corruption en Guinée. Vous sentez-vous concerné? Vos réactions, nous les attendons, nous les relayerons dans la deuxième et la troisième partie de l'émission. Merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous le faites chez les Grandes Gueules.